Je voudrais simplement revenir sur un troisième point. Sur un deuxième point, par contre, c'est une deuxième cause, c'est lié au renouvellement des compétences. Il est clair, ça a été évoqué la semaine dernière, on est en phase de renouvellement de compétences, mais je voudrais juste insister sur un point. On a un renouvellement massif de nos compétences, de l'ordre de 50%, mais il n'est pas devant nous, il est quasiment derrière nous aujourd'hui, puisqu'il a commencé en 2007, et entre 2007 et 2015, pour nos propres effectifs, on aura renouvelé 50% de nos effectifs. Et dès 2016, on a mis en place une gestion prévisionnelle des emplois et compétences, avons embauché plus de 10 000 personnes sur un socle de 28 000 personnes, avec en plus, en augmentant les effectifs, de 5 300 personnes au total. Et nous avons par ailleurs multiplié par 2,5 le volume d'heures de formation. Aujourd'hui, ce que nous cherchons à faire, c'est à augmenter la vitesse d'acquisition de l'expérience de nos salariés. Nous avons donc un programme de renouvellement de compétences, mais il est plus derrière nous aujourd'hui que devant nous. Enfin, on a renforcé nos méthodes de préparation des arrêts de tranche, c'est clair, par plus d'anticipation, en figeant notamment les programmes des arrêts très en amont, mais aussi à faire évoluer nos organisations durant les arrêts pour permettre plus d'activités, par exemple par du 2-8 ou par du travail, une plage élargie, comme le font beaucoup d'industriels. Aujourd'hui, beaucoup de travaux en arrêt de tranche sont faits sur une plage simplement d'horaire normal. Mais il est fondamental que nous arrivions à figer le programme très en amont. Et c'est une pratique internationale reconnue. Et de ce point de vue, une de nos préoccupations importantes sur lesquelles je voudrais insister, mais qui concerne l'avenir quand même, eh bien, la capacité de l'ASN et l'IRSN à conduire leurs instructions en temps et en heure, alors que leurs moyens à eux, notamment en effectifs, n'ont pas augmenté. Alors que de notre côté, on a anticipé en embauchant, en formant, en renforçant, les moyens de l'ASN et l'IRSN, je voulais insister sur ce point, sont restés stables. Et actuellement, par exemple, l'instruction de la troisième visite décennale, 1300 MW... C'est pas vous qui êtes en tension, c'est eux, c'est ça? En tout cas, l'instruction de la troisième visite décennale 1300, je vais juste vous donner les faits, elle est prévue d'être close en octobre 2014, soit 6 mois seulement, avant le début du premier arrêt sur Paluel. Donc, il nous semblerait anormal que nous ayons à choisir, comme on l'entend parfois au niveau des équipes de travail, je l'entends, entre la fin de l'instruction des dossiers de Flamanville 3 et l'instruction des dossiers du parc en exploitation, uniquement pour des questions de moyens de l'ASN et de l'IRSN, alors que ce sont deux dossiers fondamentaux pour l'économie française, vous en serez d'accord. C'est cela alors que nous avons compris que seule la moitié en fait, des taxes INB que nous versons, pour lesquelles l'EDF verse 90% de ces taxes, constituent le budget de l'ASN et de l'IRSN. Je voulais juste attirer votre attention sur les moyens de l'ASN et de l'IRSN. Ce n'est pas une préoccupation actuelle, mais je pense que dans les années à venir, ça peut le devenir. Autre point sur lesquels vous abordiez, c'était les atouts de la prolongation. Je crois effectivement les atouts de la prolongation, c'est ceux que j'ai indiqués tout à l'heure. C'est par pouvoir bénéficier d'un point de vue économique d'un coût complet économique du mégawattheure de 55 € le mégawattheure, à comparer aux autres sources d'approvisionnement que j'ai indiquées tout à l'heure, 70 à 100 pour les moyens thermiques nouveaux, 85 jusqu'à 300 pour les moyens ENR. D'un point de vue économique, je crois qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de démonstrations, sans compter que ça va sans CO2 et bien évidemment avec l'indépendance énergétique du pays. Je voulais insister sur ces points-là. Sur un autre point par rapport à la transition, par rapport à la génération 4, je voudrais juste insister sur un point, et c'était le sens de mon discours introductif. Grâce à ce que nous faisons, nous souhaitons ouvrir la possibilité d'aller jusqu'à 60 ans. Mais il est clair, et nous en avons complètement conscience, que nous n'aurons pas d'autorisation, vous avez bien vu les discussions juste avant, par définition par la loi TSN. La loi TSN vous donne 10 ans de visibilité supplémentaire. Elle ne nous donnera pas 20 ans, c'est clair. Donc ce que nous attendons des discussions que l'on a actuellement avec l'autorité de sûreté, c'est effectivement une prolongation de 10 années supplémentaires, donc jusqu'à en gros 50 ans. Et bien évidemment, en parallèle de ça, nous nous préparons à qu'est-ce qui se passe à 50 ans. De là le sens de faire un réacteur comme l'EPR à Flamanville 3, de là l'intérêt d'en prendre le retour d'expérience et de travailler sur les réacteurs futurs qu'on pourrait mettre à disposition. Je sais que ça fait l'objet de l'audition de la semaine prochaine et je laisserai donc M. Macheteau détailler ces points. Dernier point sans doute, les deux derniers points. Donc la révision, j'ai entendu effectivement comme vous qu'il y avait des révisions, j'ai vu des traces dans la presse de révision de calendrier passant de 7 milliards d'euros à 4,5 milliards d'euros. Je ne sais pas d'où sortent ces chiffres. Ce qui est clair, c'est que nous avons travaillé sur un programme de montée plus progressive en charge dans le cadre du grand carénage plutôt qu'une montée en charge trop brutale telle que nous y amenaient nos premières conclusions. Et que nous avons travaillé sur ce programme pour le lisser, tant pour en renforcer la maîtrise industrielle et la faisabilité industrielle que pour en renforcer également la faisabilité financière, c'est clair. Mais c'est surtout l'aspect industriel qui nous guide.
et la capacité à maîtriser industriellement ce programme. Cette courbe revue, elle est présentée actuellement à la Cour des comptes dans le cadre de l'enquête de la Cour des comptes, et bien évidemment, vous y aurez accès via l'enquête de la Cour des comptes en question. Voilà, je pense. Très bien, monsieur le rapporteur. La différence de Fukushima, excusez-moi, monsieur Sordi, j'ai sauté ce point-là. Oui, il y a effectivement des différences importantes entre Fukushima et nos réacteurs. Je les ai signalées tout à l'heure, à savoir que grâce à toutes les améliorations de conception que l'on a faites depuis Three Mile Island et depuis Tchernobyl, nous avons mis en place des recombineurs à hydrogène, nous avons mis en place des filtres à sable, ce qui fait qu'en cas d'accident de fusion du cœur, notre objectif, et on est déjà en mesure de le tenir très largement, c'est de ne pas avoir de contamination long terme des territoires, parce que je rappelle que les filtres à sable retiennent le césium qui est responsable aujourd'hui de la contamination long terme des territoires autour de Fukushima. Ça nécessite pour ça des exploitants vraiment responsables et qui prennent leurs responsabilités, tant dans le design et dans l'évolution de design que dans le design initial. Je voudrais de ce point de vue-là rappeler un point qui n'est peut-être pas connu de votre Assemblée et de vous tous, c'est qu'il y a certes Fukushima qui était à 120 km de l'épicentre du séisme. Il y a également une centrale au Nagawa, exploitée par un exploitant japonais qui s'appelle Tohoku, qui n'est pas du tout connu, qui n'était pas à 120 km de l'épicentre, mais qui était à 60 km de l'épicentre. Donc il va arriver une vague de tsunami beaucoup plus importante. Simplement, Tohoku sont des exploitants responsables, et eux, ils avaient regardé dans l'espace et dans le temps ce qui s'était passé sur les tsunamis précédents. Et ils en avaient conclu qu'il fallait caler leur plateforme à 15 mètres de haut, bien que d'un point de vue économique, ce n'est pas forcément ce qui est meilleur à faire, parce qu'il faut pomper l'eau, il faut l'amener à 15 mètres. Mais d'un point de vue sûreté, ils étaient exploitants responsables et ils ont décidé de faire ça sur leurs 3 centrales. Bilan, ils ont eu un tsunami de 14 mètres, donc qui n'a pas inondé la centrale. Par contre, les villages autour ont été inondés et la population s'est réfugiée dans la centrale. Je voulais juste citer ce point-là parce qu'il n'est pas connu et je pense qu'il est important à citer.